La nuit était londonienne, vibrante et glaciale. Sur le trottoir élégant de Mayfair, les berlines noires déposaient en silence des invités habillés comme pour les tapis rouges de Cannes. Ce soir-là, après la cérémonie des British Film Excellence Awards, les regards s'étaient tournés vers un seul lieu, le Strathmore Club, un établissement aussi privé qu'aristocratique, réservé à ceux dont le nom pèse plus que leur succès. Omar Sy avait été invité par un producteur britannique pour prolonger la soirée. Pas de caméra, pas de discours, juste un moment entre artistes et initiés. Smoking noir impeccable, manteau long et écharpe en laine anthracite. Il avançait calmement, les épaules droites, accompagné de 2 amis acteurs. Il riait encore d'une anecdote de plateau. Rien ne laissait présager que cette soirée allait basculer. En arrivant devant l'entrée, 2 agents de sécurité en costard sombre, oreillette à l'oreille et posture droite, scannèrent les noms sur une tablette. Une file d'invités se formait, fluide. Le nom de chaque invité était vérifié, mais avec cette politesse discrète des lieux huppés. Un hochement de tête, un sourire et l'accès étaient accordés. Quand Omar s'approcha, le premier agent fronça légèrement les sourcils. Puis, sans lever les yeux de sa tablette, il demanda « Votre nom, s'il vous plaît ?» « Omar Sy » répondit-il simplement. Un silence, l'agent tape quelque chose, puis secoue la tête. Il n'y a aucun sourire sur son visage. « Je suis désolé, monsieur, je ne vous trouve pas. » Omar le regarde, légèrement surpris, mais sans agressivité. « Je suis avec Andrew McNeil. Il a confirmé notre venue. Il est déjà à l'intérieur. » L'agent hoche la tête. « Je comprends, mais je ne peux pas vous faire entrer sans confirmation directe. C'est la politique de la maison. » À ce moment précis, 2 hommes blancs derrière Omar, jeunes, bien habillés, bruyants, donnent leur nom. L'agent les laisse passer immédiatement, sans même vérifier une seconde fois. Omar observe. Son regard se fige. Quelque chose dans sa poitrine se resserre. Ce n'est pas nouveau. Ce n'est même pas surprenant, mais ce n'est jamais neutre. « Je peux l'appeler, » dit-il en sortant son téléphone. « Désolé, les appels à l'entrée ne sont pas autorisés. Si vous n'êtes pas sur la liste, je ne peux rien faire. » Le 2e agent se rapproche, regarde discrètement Omar, puis dit à voix basse « On a eu des problèmes avant. On doit faire attention à qui entre. Désolé. » Ces mots. Ils ne sont pas insultants, ils ne sont même pas criés, mais ils piquent comme une gifle froide. Autour, la file d'invités continue. Personne ne dit rien. Mais les regards changent. Certains reconnaissent Omar. Un murmure se forme. Un homme dans la file dit, un peu fort « Mais c'est Omar Sy, vous savez? Vous l'avez vu dans Lupin. » Le premier agent sourit, gêné. « Oui, oui, bien sûr, mais je dois suivre les règles. » Omar se tait. Il fixe l'homme. Il ne hausse pas le ton. Mais dans ses yeux, il y a une fatigue ancienne, une lassitude que ni les prix ni la célébrité n'ont réussi à effacer. « C'est pas une question de règles, c'est une question de réflexe. » murmure-t-il. Il range lentement son téléphone. Ses amis proposent de partir. Il refuse. « Non, restez. Je vais rentrer à l'hôtel. » Puis il fait demi-tour, pas précipitamment, mais avec une dignité glaciale. Il traverse à nouveau le trottoir, passe devant les photographes, devant les passants. Personne ne comprend vraiment ce qui s'est passé. Personne ne sait quoi dire. Ce soir-là, Omar Sy ne rentre pas en colère. Il rentre en silence. Mais ce silence-là, dans sa bouche, c'est une bombe à retardement. L'ascenseur de l'hôtel s'ouvrit dans un silence étouffé. Omar et Souad entrèrent, seuls. Personne ne dit un mot. Le miroir doré reflétait leur visage figé, lui droit mais tendu. Elle digne mais inquiète. Le tapis moelleux absorbait leurs pas mais pas le poids de l'instant. Une fois la porte de leur suite refermée, un souffle long s'échappa. Pas un cri, pas une plainte. Juste ce soupir, las, qui disait tout. « Tu veux qu'on parle ?» demanda Souad doucement. Il secoua la tête. Il avait besoin d'un moment. Il retira sa veste, la posa avec soin sur le dossier d'un fauteuil, puis il s'assit, les coudes sur les genoux, les mains croisées. Il fixait un point invisible. Les mots du vigile tournaient en boucle dans sa tête. « Vous êtes bien Omar Sy ?» Pas pour la première fois, bien sûr. Mais ce soir-là, ce n'était pas un passant distrait. Ce n'était pas un chauffeur maladroit. C'était à l'entrée d'un club prestigieux, dans une soirée où son nom figurait sur l'invitation, devant les flashs, devant le pays. Il prit son téléphone. Instagram. Des stories déjà postées, son visage souriant, capturé dans un instant figé. « L'élégance à la française », disait un commentaire.
Mais lui ne voyait que le moment d'avant. Le doute, le regard, l'hésitation millimétrée, comme un grain de sable dans une machine trop bien huilée. Il verrouilla l'écran. Silence. Il se leva, alla jusqu'au mini-bar, prit une bouteille d'eau, en but une gorgée, puis fixa la baie vitrée. De là, Londres brillait. Les toits, les phares, les ponts illuminés. Une carte postale. Et pourtant ce soir, il s'y sentait invisible. Il pensa à son père, à ses débuts, aux salles de théâtre de banlieue, au casting où on lui disait « trop marqué, pas le profil, désolé, on cherche quelqu'un de plus neutre ». Il avait cru que le succès lui avait bâti une armure, mais même les armures ont des fissures. Souad s'approche, elle posa une main sur son épaule. Il la prit dans la sienne. « Je crois que je suis juste fatigué, murmura-t-il. « Je sais. Et t'as le droit. » Il hocha la tête, puis il murmura, plus bas encore. « Tu sais ce qui me fait mal ? Ce n'est même pas ce qu'ils ont dit, c'est que je l'ai senti venir, dès qu'on est descendu de la voiture. Ce regard, cette microseconde, je me suis dit, pas ce soir. Et pourtant, il se rassit, presque écrasé dans le canapé. Pas de larmes, pas de rage, juste ce vide. Il pensa à ses enfants, à ce qu'il leur disait. Travaille bien, crois en toi, respecte les autres. Et il pensa, et après, quand tu fais tout bien, et qu'on doute encore, il allume la télévision par réflexe. Une chaîne info montrait un résumé du gala, des sourires, des flashs, des phrases creuses. Il coupa le son, puis lentement, il sortit un carnet de cuir d'un tiroir. Un vieux réflexe. Il l'ouvrit à une page blanche, et il écrivit « Je suis un nom connu, mais parfois j'ai l'impression d'être encore ce gamin qu'on regardait de travers dans le métro. Je suis devenu une fierté nationale, dit-on. Mais ce soir, je n'étais qu'un invité à vérifier. » Il referma le carnet, le reposa, puis il se leva, attrapa sa veste et dit « Je vais marcher un peu. » Souad ne répondit pas. Elle savait. Il ne fuyait pas. Il respirait. Dehors, l'air était froid. Les vitrines éteintes, les pavés humides. Il marcha sans direction, sans but, juste pour laisser ses pensées s'ordonner. Un passant le reconnut. Il leva le pouce timidement. Omar sourit, faiblement, mais sincèrement. Peut-être que demain, il raconterait cette soirée. Mais ce soir, il avait besoin de silence. Ou peut-être, justement, de mémoire. Le lendemain matin, la lumière entrait doucement à travers les rideaux de la suite. Omar était déjà réveillé. Il n'avait presque pas dormi. Son regard était fixé au plafond depuis l'aube, comme si chaque fissure traçait une blessure invisible. Il resta immobile, les bras croisés derrière la tête, à écouter le silence. Il prit son téléphone. Aucune excuse de l'équipe du gala, aucun mot du Strathmore Club, seulement des dizaines de notifications, des articles sur la soirée, des photos de célébrités souriantes, des titres creux comme « Une nuit d'élégance et d'engagement ». Rien sur ce qui comptait, rien sur ce qui s'était réellement passé. Souad entre dans la cuisine, 2 cafés à la main. Elle le regarda en silence. Omar s'installa à table. Elle posa une tasse devant lui. « Tu vas faire quoi ?» demanda-t-elle. « Je ne sais pas. Je ne veux pas être une polémique, mais je veux qu'on comprenne. C'est trop demandé ?» Elle ne répondit pas. Elle savait que cette question-là n'attendait pas de réponse. Son téléphone vibra. Un message. Un jeune comédien qu'il avait rencontré des années plus tôt dans un atelier à Trappes. « J'ai vu ce qui s'est passé. Pas besoin de mots. Merci d'avoir tenu debout. » Simple, mais tranchant. Omar regarda Souad. « Peut-être que je dois dire quelque chose, pas pour moi, pour les autres, ceux qui n'ont pas de micro. Alors fais-le, mais ne le fais pas pour qu'on te comprenne. Fais-le pour qu'ils se reconnaissent. » Il hocha la tête. Il se leva, marcha vers le bureau, alluma son ordinateur. Il hésita quelques secondes. Puis il écrivit. Pas un roman, pas une plainte, juste une note. Brève, claire, honnête. Hier soir, j'ai été invité à un gala. Mon nom était sur l'affiche, mon image sur les murs, mais à l'entrée, on m'a demandé de prouver que j'étais bien moi. Ce n'est pas un scandale, c'est un rappel. Parfois, même le succès ne suffit pas à effacer le soupçon. Et ce soupçon, il est lourd. Il appuya sur « Publier », rien d'autre. Pas de photos, pas de hashtag. Juste ça. En moins d'1 heure, les partages explosèrent. Des anonymes, des artistes,
des enseignants, des étudiants, des activistes. Tous disaient « Je comprends ». Moi aussi. Merci. Mais au milieu de ce chœur solidaire, les voix dissonantes surgirent aussi. Encore un riche qui se plaint. Pourquoi ne pas juste profiter de sa vie au lieu de faire des vagues? On ne peut plus rien dire sans se faire traiter de raciste. Il les lut, tous, un par un, pas pour se défendre, pour comprendre ce qu'il réveillait. Il savait que ses réactions ne parlaient pas de lui. Elles parlaient d'un malaise enfoui, d'un inconfort que ses mots révélaient comme une lampe sur une poussière qu'on préfère ignorer. Un appel arriva. Une journaliste politique. Elle voulait l'inviter sur un plateau télé pour clarifier ses propos. Il refusa. Pas besoin de débattre. Il ne cherchait pas la controverse. Il voulait ouvrir un espace. Quelques heures plus tard, une lettre arriva à l'hôtel, écrite à la main. Pas un mail. Une vraie lettre pliée avec soin. L'enveloppe disait « À Omar Sy, Paris ». À l'intérieur, « Je m'appelle Hakim. J'ai 62 ans. Je suis agent de sécurité depuis 40 ans. Ce que vous avez vécu, je le vis tous les jours. Mais en vous entendant, j'ai pleuré. Parce que j'ai compris que je n'étais pas fou, que j'avais le droit d'être fatigué. » Omar la lut 3 fois, puis il la plia et la rangea dans le tiroir où il ne garde que ce qui compte. Ce jour-là, il comprit que ce qu'il avait publié n'était pas un texte, c'était un miroir, et que si ça dérangeait tant, c'est parce qu'il reflétait juste, trop juste. 2 jours après la publication de son message, Omar fut contacté par une petite association éducative de banlieue. Rien d'officiel, pas de médias, juste une salle municipale, des éducateurs, une trentaine d'adolescents entre 14 et 17 ans. Ils avaient lu ces mots, ils avaient vu les vidéos, et ils voulaient parler. Omar n'hésita pas. Il prit le train, seul, casquette basse, veste sobre, sac en bandoulière. À son arrivée, personne ne l'attendait avec des pancartes, juste un éducateur à l'entrée, discret, presque gêné. « Merci d'être venu, on ne pensait pas que vous diriez oui. »« C'est justement pour ça que je suis là, » répondit Omar. La salle était modeste. Carla jusée, néon fatigué, une trentaine de chaises alignées. Les jeunes n'étaient pas intimidés. Ils étaient méfiants. Bras croisés, yeux plissés, le silence, tendu comme une corde. Omar s'avança. Il resta debout. Pas de scène. Pas de micro. « Salut, je suis venu vous écouter. Pas faire un discours. Pas faire la star. Juste parler. Si ça vous va. » Personne ne bougea. Puis une voix se leva, sèche, presque agressive. « Pourquoi t'as pas crié à la télé? Pourquoi t'as pas pété un câble ?» Omar ne répondit pas tout de suite. Il prit une inspiration. « Parce que j'ai passé ma vie à crier dans le vide. Et à un moment, j'ai compris que le silence peut cogner plus fort. Mais ça ne veut pas dire que j'étais calme. J'ai juste appris à contenir. » Une autre voix, plus timide. « Ils t'ont vraiment demandé de prouver que t'étais toi, même à ce niveau-là? » Oui, et c'est ça qui fait mal. Pas qu'ils l'aient fait, mais que je m'y attendais, que je n'ai même pas été surpris. Les bras commencent à se décroiser. Les visages se détendent. L'un des jeunes dit à voix basse. « Je croyais que vous, les connus, vous étiez tranquilles. » Omar sourit doucement. On a juste appris à se taire avec plus de style. Un silence, puis des rires, pas forcés, des vrais. La glace était brisée. Une fille se leva, fine, capuche sur la tête, regard fuyant. Moi je croyais qu'il fallait parler comme à la télé pour qu'on m'écoute. Mais vos vidéos, vos mots, j'ai compris que ma voix, comme elle est, elle compte aussi. Omar la fixa droit dans les yeux. Tu viens de dire quelque chose que j'ai mis 20 ans à comprendre. Puis il ajouta, plus bas. Et si toi tu l'as compris à 15 ans, c'est que ça avance. L'éducateur au fond de la salle avait les larmes aux yeux. Il n'était pas le seul. Quand Omar quitta la salle, il ne prit pas de photos, pas de selfie. Il serra des mains, échangea des regards et sortit par la porte de service. Il avait lancé quelque chose. Et maintenant, il savait qu'il ne pouvait plus revenir en arrière. Le lendemain matin, Omar reçut un message inattendu. Il venait d'un agent de sécurité. Pas celui du gala, un autre, anonyme. « Je vous ai vu parler avec les jeunes. J'ai pleuré. Pas parce que vous m'avez défendu, mais parce que vous avez dit ce que moi, je ne peux pas dire sans perdre mon job. » Il resta longtemps devant cet écran, pas pour répondre, pour encaisser, parce que ces mots, simples, contenaient une charge qu'aucune interview ne pouvait égaler.
Ce n'était pas un compliment, c'était une confession. Ce jour-là, Omar comprit que ce qu'il avait vécu n'était pas un événement isolé, mais un miroir, un prisme qui révélait une ligne invisible dans la société, celle qu'on ne franchit jamais vraiment, peu importe le succès, la reconnaissance ou les médailles. Il appela Théo, le jeune réalisateur avec qui il avait tourné silencieux mais présent. « On doit aller plus loin, » dit Omar. « Pas pour parler de nous, pour leur tendre le micro vraiment. Pas de mise en scène, pas de musique, rien, juste eux. Une caméra, un mot, un silence, ce qu'ils n'ont jamais eu le droit de poser. Le projet s'appela « La ligne invisible », un format brut, des témoignages de ceux qu'on ne voit jamais ou qu'on regarde sans les voir, des visages qu'on croise tous les jours sans connaître les failles qu'ils portent. Premier épisode, un chauffeur de bus de nuit. Les gens me regardent sans me voir. Mais je suis celui qui les ramène chez eux en sécurité. Pourtant, dès que j'enlève mon uniforme, je redeviens suspect. Deuxième épisode, une caissière d'origine comorienne. Je souris toute la journée, mais à chaque fois qu'un client me dit « Vous parlez bien français », j'ai envie de hurler parce que j'ai un master en linguistique. Pas de plan alterné, pas d'effet, juste leurs yeux, leur voix, leur vérité. Omar n'apparaissait pas, ni dans le cadre, ni dans les crédits. Il n'était pas le sujet. Il était le canal. Mais les critiques ne tardèrent pas. Ce n'est pas du cinéma. Encore des plaintes, encore du communautarisme. Qu'il fasse des films, pas des leçons. Il ne répondit pas. Parce qu'il savait que répondre, c'était se justifier. Et se justifier, c'était redonner du pouvoir à ceux qui veulent le lui enlever. Un après-midi, à la sortie d'un tournage, un journaliste l'interpella dans la rue, caméra au point. « Omar, vous n'avez pas peur d'utiliser votre notoriété pour faire passer une idéologie ?» Omar s'arrêta. Il fixa la caméra. Pas pour s'expliquer, juste pour poser un fait. Ce n'est pas une idéologie, c'est une réalité. Et si ça vous dérange, c'est peut-être que vous n'avez pas écouté les bonnes personnes. Et il reprit sa marche. La vidéo, captée à la volée, fit le tour du net, encore une fois. Mais cette fois, les commentaires avaient changé. Moins de débats, plus de partage, plus de moi aussi, plus de j'ai jamais osé le dire. Un professeur posta. Aujourd'hui, j'ai ouvert mon cours avec cette vidéo. Pas de texte, pas de devoir, juste parler. Et ils ont parlé. Ce soir-là, Omar marcha longtemps. Dans les rues du 9e, il croisa un tag effacé sur un mur. On n'est pas des statistiques. Il sourit. Il savait maintenant. Ce qu'il avait déclenché n'était pas un buzz. C'était une respiration collective. Et cette respiration commençait à s'entendre. Le matin suivant s'était levé sur Paris dans une lumière douce, presque inquiète. Un de ces matins où tout semble en pause, comme si la ville attendait quelque chose. Omar était déjà réveillé. Il avait passé la nuit à lire. Pas des scripts, des lettres, des messages, des témoignages, des confidences. Ce n'était plus une pluie, c'était un raz de marée. Sur son bureau, un courrier manuscrit. Pas d'adresse d'expéditeur, juste une enveloppe blanche, pliée avec soin. À l'intérieur, une page, écrite d'une main tremblante. « Je m'appelle Hakim. J'ai 62 ans, agent de sécurité depuis 40 ans. Ce que vous avez vécu, je le vis encore. Et hier, en vous écoutant, j'ai pleuré, parce que j'ai compris que je n'étais pas fou. » Omar posa la lettre, lentement, puis il se leva. Il se regarda dans le miroir. Pas l'acteur, pas le symbole, l'homme. Et il comprit. Il ne pouvait pas s'arrêter maintenant. Ce qu'il avait déclenché ne lui appartenait plus. Ce n'était pas une réponse à un incident. C'était un passage de relais. Quelques semaines plus tard, un auditorium de Seine-Saint-Denis accueillait une soirée improbable. Pas de tapis rouge, pas de projecteur. Juste une scène en bois, des chaises pliantes et une trentaine de jeunes, d'enseignants, de mères, de pères. Tous venus écouter. Et parler. Omar était là, discret, vêtu simplement. Assis au fond, une adolescente prit la parole, voix tremblante, mais regard fixe. « Je m'appelle Iman. Toute ma vie, on m'a dit que j'étais trop arabe ici, trop française là-bas. Mais après vous avoir vu, j'ai compris que je pouvais parler. Alors voilà. » Elle raconta ses humiliations, ses silences, ses hontes. Puis elle s'arrêta. Un silence lourd tomba. Omar se leva. Il s'avança. Il ne prit pas le micro. Il parla d'où il était.
Ce que tu viens de faire, c'est plus fort que tous mes films, et ta voix vaut autant que celle de n'importe quel ministre. » Une vague d'émotion traversa la salle. Ce n'était pas un spectacle, c'était une transmission. Les jours suivants, des extraits de cette rencontre circulèrent. Des enseignants les imprimèrent, des rappeurs s'en inspirèrent, des parents les plastifièrent et les collèrent sur les murs d'école. Mais Omar ne cherchait pas à être célébré. Il voulait que ça continue. Alors il retourna dans son studio, pas pour filmer, pour écrire. Une phrase, 3 lignes, qu'il posta sur ses réseaux. On m'a demandé de prouver. J'ai préféré raconter. Et ils ont fini par écouter. Pas de filtre, pas de hashtag, pas de pub, juste une vérité nue. Ce soir-là, en rentrant, il trouva dans sa boîte aux lettres un dessin. Un homme noir, debout, au milieu d'un salon doré. Autour de lui, des silhouettes floues. Et sur son torse, un seul mot en lettres capitales, légitime. Il l'accrocha au mur de son bureau. Et il murmura « Ce n'est pas une fin, c'est un début », car il savait désormais que ce combat n'était pas un rôle, c'était sa voix, et qu'elle résonnait bien au-delà de lui.